Votre bonus est supprimé pour recherche d'emploi, a annoncé le fils du PDG, notre nouveau directeur des RH. Lors de la réunion du conseil d'administration, l'auditeur externe s'est arrêté au milieu de son rapport. Puis s'est mis à rire. Il a glissé un document au PDG, qui est devenu blême, mon Dieu, il. Mon bonus est supprimé pour recherche d'emploi. Cette phrase est tombée, au beau milieu de notre réunion générale d'entreprise, comme une brique à travers une vitre. Une seconde, nous regardions des présentations sur les projections de revenus du 4e trimestre, et la seconde suivante, Bradley Harrington Jr. Le fils du PDG âgé de 29 ans, et fraîchement nommé directeur des RH, lisait mon nom sur une liste, comme s'il lisait un acte d'accusation criminelle. Ma webcam était éteinte, Dieu merci. Tout ce que les participants à l'appel pouvaient voir, c'était un petit cercle gris avec mes initiales, immobile dans le coin de l'écran, tandis que ma réputation, bâtie sur 14 ans, était démantelée par un gamin dont la seule expérience précédente consistait à gérer une franchise de salle de sport. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas réactivé mon micro pour défendre mon nom. J'ai simplement cliqué sur mon stylo, pris une lente inspiration, et noté l'heure exacte dans mon carnet. 10h14. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je m'appelle Walter Reynolds. J'ai 58 ans, et j'ai passé les 14 dernières années de ma vie, en tant que directeur de la conformité, chez Apex Enterprise. Quand j'ai débuté ici, l'entreprise fonctionnait dans un entrepôt loué, avec une photocopieuse qui bourrait, à chaque fois que quelqu'un essayait d'imprimer en recto verso. À l'époque, personne au sein de la direction ne savait ce que signifiait la conformité d'entreprise. C'était juste moi, quelques classeurs à 3 anneaux. Et beaucoup de nuits tardives. J'ai rédigé l'intégralité de l'infrastructure éthique, sur laquelle repose aujourd'hui cette entreprise. J'ai rédigé le code de conduite, le système de signalement des lanceurs d'alerte, les accords d'intégrité des fournisseurs, et les procédures d'audit interne. J'ai passé plus d'une décennie à m'assurer, de manière méticuleuse, que nos opérations étaient totalement infaillibles. Et ma récompense, pour toutes ces années de service rigoureux, a été une flagellation publique, le tout à cause d'une simple notification LinkedIn. L'ironie de toute cette situation, c'est que je n'avais même pas mis à jour mon profil professionnel, depuis 2019. Je n'avais pas changé ma photo de profil, et je n'avais pas téléchargé de nouveau CV. Mais apparemment, le simple fait de consulter une offre d'emploi d'un concurrent a suffi, pour déclencher le nouveau logiciel de surveillance automatisé de Bradley. Il avait besoin d'exhiber son autorité, afin de montrer au conseil d'administration qu'il surveillait activement le personnel. Après la fin de la réunion, ma boîte de réception a commencé à vibrer, sans interruption. Plusieurs analystes juniors, de jeunes employés qui étaient encore terrifiés par la hiérarchie de l'entreprise, m'ont envoyé des messages privés. Ils ont exprimé leur choc, et se sont excusés que mon nom ait été ainsi jeté en pâture. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce n'était pas parce que je n'appréciais pas leur soutien, mais parce que je me concentrais déjà sur quelque chose de bien plus important. Ma femme, Linda, âgée de 54 ans, et moi-même, planifions ma retraite depuis maintenant 3 ans. Il nous restait exactement 130 000 $ à rembourser sur notre prêt hypothécaire, et notre fils, Toby, 19 ans, était actuellement en 2e année d'université. Notre fille, Grace, 16 ans, s'intéressait déjà aux grandes écoles. Nous avions cruellement besoin de ce bonus du 4e trimestre, qui devait s'élever à 45 000 $. C'était de l'argent que j'avais gagné, grâce à des heures passées à tester nos protocoles de sécurité interne, et à vérifier la conformité des fournisseurs. Mais George Harrington, le PDG de 65 ans et père de Bradley, avait décroché. George avait passé l'année dernière à se préparer, à passer les rênes d'Apex Enterprise à son fils. Il ignorait les signaux d'alarme,
laissant Bradley diriger le département de la conformité, comme s'il s'agissait d'une cour de récréation. Il était totalement aveugle face à l'incompétence de son fils, convaincu que le diplôme de Bradley, issu d'une prestigieuse école de commerce, remplaçait avantageusement l'expérience du monde réel. Ma routine quotidienne était toujours la même. Je me réveillais à 5h30 chaque matin, préparais une cafetière de café noir, et prenais la route dès 6h30, pour éviter les gros embouteillages de l'autoroute. J'adorais le calme du bureau, avant que les téléphones ne se mettent à sonner. Ce trajet matinal était mon moment pour réfléchir, pour préparer mentalement les tâches de la journée. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 7h, pour découvrir que mon accès à notre tableau de bord de performance interne avait été révoqué. Je ne pouvais plus me connecter, pour suivre nos indicateurs de conformité actifs. J'ai appelé le support informatique, et le technicien m'a dit que mon rôle n'était plus autorisé, dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle. C'était pourtant le département même que j'avais construit, avec les tableaux de bord de suivi que j'avais moi-même conçus, mais je n'ai pas paniqué. Quand on passe plus d'une décennie dans la conformité, on apprend que la panique est une émotion parfaitement inutile. On ne se met pas en colère. On devient simplement silencieux, et on consigne absolument tout. Je me suis assis à mon bureau, et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville par la fenêtre. Je me suis rappelé l'époque où nous n'étions qu'une équipe de 10 personnes, travaillant toute la nuit, pour obtenir notre première licence commerciale d'envergure. Aujourd'hui, on me bloquait l'accès au système même, que j'avais créé de toutes pièces. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai configuré un dossier privé chiffré sur mon ordinateur portable personnel. Je l'ai nommé Projet Réveil. J'ai commencé à tenir 2 journaux de bord distincts. Le premier, sur mon ordinateur de travail, était rempli de mises à jour polies et édulcorées concernant mes tâches quotidiennes. Le second, sur ma machine personnelle, contenait des notes détaillées, des captures d'écran, et les horodatages précis de chaque écart de conduite ou déviation de politique que j'observais. Je savais que Bradley essayait de me pousser vers la sortie. Il voulait me remplacer par l'un de ses amis d'école de commerce, quelqu'un qui ne remettrait jamais en question ses décisions. Mais quand quelqu'un essaie d'incendier la maison que vous avez bâtie, vous ne fuyez pas. Vous prenez simplement du recul. Et vous vous assurez qu'il tient toujours l'allumette, au moment où les pompiers arrivent. J'ai passé cette première nuit à consigner les détails exacts de la réunion générale. J'ai imprimé les diapositives que Bradley avait utilisées, en surlignant la puce d'information où mon nom apparaissait. J'ai noté les noms des membres du conseil d'administration présents lors de l'appel, sachant pertinemment que leur silence était tout aussi complice que les accusations de Bradley. La transition du pouvoir chez Apex Enterprise ressemblait moins à une passation stratégique qu'à une véritable démolition. Dès le mardi suivant, Bradley avait commencé à mettre en œuvre ce qu'il appelait son programme stratégique de réallocation des effectifs. En clair, il vidait le département de la conformité de sa substance, pour transférer le budget vers des secteurs à forte croissance, ce qui n'était qu'un nom de code pour financer les projets de marketing numérique, totalement non testés, de ses amis. Sur les 12 analystes qui dépendaient directement de moi, 8 ont été transférés vers d'autres départements, en l'espace d'une seule semaine. Le bureau a commencé à ressembler à une ville fantôme. Les bureaux, autrefois encombrés de piles de rapports d'audit et de feuilles de calcul, étaient vides, et leurs écrans éteints. Dès le vendredi, il ne restait plus que 3 employés juniors, ainsi que Daisy Fletcher, une stagiaire universitaire de 20 ans, qui venait de commencer sa rotation au sein du département. Daisy était jeune, enthousiaste, et portait un pantalon professionnel qui avait encore les plis marqués du magasin. Elle sentait la brume corporelle à la vanille, et transportait un bloc-notes jaune partout avec elle.
Le mercredi matin, elle a frappé doucement à la porte de mon bureau. Serrant son bloc-notes contre sa poitrine, elle semblait nerveuse. Elle m'a dit que les RH lui avaient ordonné de commencer à vider les archives de documents historiques de l'entreprise. On lui avait remis une liste de fichiers à supprimer du disque partagé, en particulier tout ce qui était étiqueté pour la conformité de conservation, et datant d'avant 2021. Elle ne comprenait pas la portée juridique de ces actes. Pour elle, elle ne faisait que mener à bien une tâche confiée par les jeunes branchés des RH, avec l'espoir de décrocher un contrat à plein temps après l'obtention de son diplôme. Elle m'a confié qu'elle était nerveuse parce qu'elle ne voulait pas faire d'erreur, m'expliquant qu'elle avait obtenu ce stage grâce à son oncle, qui était un voisin proche du partenaire de golf de George Harrington. J'ai senti une sensation de froid m'envahir la poitrine. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était une tentative délibérée d'effacer les traces réglementaires de l'entreprise. Les fichiers qu'il voulait purger contenaient des rapports d'audit, des déclarations historiques de fournisseurs, et des formulaires de conflit d'intérêts, qui avaient encore une valeur juridique réelle. Si ces documents venaient à disparaître, Apex Enterprise n'aurait aucun moyen de prouver ça conformité lors d'un contrôle fédéral. C'était une violation directe de nos politiques de conservation des documents, qui nous imposaient de garder ces archives pendant au moins 7 ans. J'ai expliqué à Daisy pourquoi la conservation des documents était si cruciale. Je me suis rappelé l'audit de 2018, lorsque le ministère du Travail a examiné nos pratiques d'embauche. Disposer des dossiers originaux, non modifiés, remontant à 5 ans, était l'unique raison pour laquelle nous avions évité un procès réglementaire massif. Elle m'a écouté avec attention, les yeux écarquillés à mesure qu'elle comprenait la gravité des enjeux. J'ai regardé le visage inquiet de Daisy, et j'ai souri. Je lui ai dit qu'elle faisait un travail formidable, mais je lui ai demandé s'il lui était possible de me mettre en copie de chaque demande de suppression qu'elle traitait. Je lui ai expliqué que je devais tenir une liste parallèle pour mon rapport de fin d'année. Elle était ravie de m'aider, pensant simplement faire preuve de diligence en tant que stagiaire. Au cours des 4 jours suivants, Daisy a parcouru les dossiers partagés, déplaçant des fichiers de conformité critiques vers la file d'attente de suppression. Elle venait régulièrement dans mon bureau, me posant des questions sur les processus de conformité, voulant savoir pourquoi nous conservions tant d'archives, et quelle était leur valeur historique. Je lui expliquais les règles patiemment, assis à ses côtés, en lui enseignant le fonctionnement des filets de sécurité de l'entreprise. Elle n'avait aucune idée qu'elle servait de gomme à effacer pour Bradley. Mais à chaque fois qu'elle envoyait une demande de suppression, mon script automatisé récupérait le document original depuis le serveur de sauvegarde, et le transférait vers ma base de données chiffrée à la maison. J'ai nommé cette base de données, ARC. J'observais, impuissant en apparence, chaque fichier disparaître l'un après l'autre du réseau de l'entreprise. La nuit, je m'asseyais à ma table de cuisine, en buvant du thé noir, et je comparais les fichiers détruits par Daisy avec les directives des politiques actives de l'entreprise. L'équipe de Bradley avait même désactivé les alertes de sauvegarde automatique, se pensant très maligne. Ils ne réalisaient pas que j'avais standardisé les balises de métadonnées sur tous nos fichiers internes. Des années auparavant. Ils supprimaient les copies accessibles aux utilisateurs, mais ce faisant, ils laissaient des miettes de pain numérique, qui enregistraient l'adresse IP exacte, et les identifiants de quiconque autorisait la suppression. Je restais assis dans l'obscurité, à regarder les journaux se mettre à jour sur mon ordinateur portable personnel. Je pouvais voir l'heure exacte, à la seconde près, où le compte de Bradley autorisait les destructions de documents. À la fin de la semaine, j'avais archivé plus de 150 documents critiques. J'avais la preuve d'une destruction non autorisée de documents, d'une modification délibérée de l'historique de conformité, et de violation directe des règles de l'entreprise.
Bradley tentait de faire disparaître les règles pour agir sans surveillance, mais en réalité, il rédigeait un journal ultra détaillé de sa propre négligence. Je regardais les fichiers s'accumuler dans ma base de données sécurisée, sachant pertinemment que chaque document supprimé était une pierre de plus, posée sur le mur que je construisais autour de sa carrière. J'ai imprimé les journaux de suppression, en les plaçant dans un dossier physique intitulé « Préparation. Audit T4 ». C'était une liasse de papier épaisse, et elle grandissait de jour en jour. J'ai ajouté un post-it sur le dessus, indiquant la taille exacte des fichiers, ainsi que le nom des documents purgés. J'ai montré cette liste à Linda en rentrant chez moi, et elle a simplement secoué la tête, abasourdie de voir à quel point l'entreprise était devenue imprudente sous la supervision de Bradley. Dès la deuxième semaine de la restructuration, j'ai commencé à remarquer des anomalies financières bizarres dans les registres de facturation des fournisseurs, et ce, bien que mon accès au tableau de bord ait été restreint. L'assistante de Bradley, Courtney Miller, âgée de 23 ans, avait accidentellement partagé un fichier contenant le résumé des factures discrétionnaires du troisième trimestre, dans un canal Slack public. Courtney avait été embauchée uniquement parce qu'elle était la nièce d'un actionnaire important, et son travail était toujours bâclé, rempli de fautes de frappe et dénué de ponctuation. Elle a supprimé le fichier 3 minutes plus tard, mais 3 minutes, en matière de conformité, c'est une éternité. J'avais déjà téléchargé la feuille de calcul, et je l'avais enregistrée sur mon disque chiffré. En analysant les lignes de données, un fournisseur spécifique a attiré mon attention devant Consulting. D'après le registre, Apex Enterprise avait payé à ce cabinet 3 factures distinctes de $14,600, $16,800 et $18,200 pour des services particulièrement vagues, décrits comme un réalignement stratégique des parties prenantes. L'adresse de facturation indiquée était le 502 East Kennedy Boulevard à Tampa, ce qui correspondait en fait à un espace de cotravail. J'ai passé une heure à faire des recherches sur l'entreprise, dans le registre officiel de l'État. La société avait été enregistrée il y avait tout juste 2 mois, et l'adresse physique répertoriée appartenait à un pavillon de banlieue à Orlando. J'ai effectué des recoupements sur les réseaux sociaux, et j'ai découvert que devant était l'ancien colocataire d'université de Bradley. De plus, en vérifiant nos registres de transactions internes, j'ai constaté que ces factures avaient été approuvées et réglées en moins de 48 heures, alors que les factures standards de fournisseurs prenaient d'ordinaire 30 à 45 jours. Bradley les avait marquées comme des paiements d'urgence pour imprévus opérationnels, sous le numéro de contrat APX 2026-098, afin de contourner l'évaluation classique. J'ai également constaté que les factures avaient été émises avec des numéros de séquence consécutifs, ce qui signifiait que devant Consulting n'avait aucun autre client. Apex Enterprise était leur unique source de revenus. J'ai recoupé ces transactions avec la politique d'approvisionnement des tiers, que j'avais rédigée il y avait 5 ans. En vertu de la section 2.1.6, toute facture de fournisseur dépassant $10,000 devait obligatoirement faire l'objet d'une vérification formelle de conformité, et obtenir la signature du directeur de la conformité. Aucune de ces factures n'avait transité par mon bureau. Bradley avait approuvé directement, en contournant tous les points de contrôle de sécurité, pour payer la toute nouvelle société de conseil de son ami pour des présentations PowerPoint de 3 diapositives, remplies de jargon d'entreprise. Les livrables consistaient en des images clipart, des diagrammes de veines, et des listes à puces vides de sens sur la synergie. C'était un conflit d'intérêts flagrant, et une violation évidente des protocoles d'achat. Le jeudi, j'ai retrouvé mon amie de longue date, Sylvia Jenkins, pour boire un thé dans un café calme du centre-ville. Sylvia a 55 ans, et travaille comme avocate d'affaires senior. Le café était chaleureux, imprégné d'un arôme de café torréfié, et du murmure discret des employés de bureau. J'ai étalé les impressions des factures, et des fichiers supprimés,
sur la table. Elle a ajusté ses lunettes, passant en revue les documents avec l'œil exercé d'une juriste chevronnée. Elle a examiné attentivement les métadonnées, les eurodatages, et le détail des factures, secouant la tête à mesure qu'elle réalisait l'ampleur de la faute professionnelle. Sylvia a éclaté de rire en découvrant les livrables, qualifiant les diagrammes de veines de stupidité sans nom, et m'expliquant qu'en vertu de la loi de l'État, utiliser les fonds de l'entreprise pour des services fictifs pouvait être qualifié de détournement de fonds commercial. Sylvia a précisé que selon les statuts de l'entreprise, toute transaction impliquant une partie liée, comme le colocataire de Bradley, exigeait l'approbation formelle du conseil d'administration. Contourner cette règle constituait un manquement flagrant au devoir fiduciaire. Elle a souligné que si nous présentions ces factures au conseil, cela ne se limiterait pas à un problème interne de ressources humaines. Ce serait une infraction légale, capable d'exposer personnellement les membres du conseil pour défaut de surveillance du fil du PDG. Elle a pris une gorgée de thé, m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit que j'avais toutes les cartes en main, pour détruire définitivement la carrière de Bradley. Lorsqu'elle est privée à la page détaillant la réunion générale où Bradley avait supprimé mon bonus, elle s'est arrêtée. Elle a tapoté le papier de son stylo. Puis m'a demandé si la section 4.3.2 était toujours active dans notre manuel de conformité. Je lui ai confirmé que oui. La section 4.3.2 était une clause que j'avais rédigée, à l'époque, spécifiquement pour protéger les employés contre les abus de pouvoir de la direction. Elle stipulait que toute modification punitive de la rémunération d'un employé, fondée sur une activité non vérifiée de recherche d'emploi, annulerait immédiatement l'intégralité de l'enveloppe des bonus des cadres dirigeants pour ce trimestre, tout en déclenchant un audit externe obligatoire. Sylvia a levé les yeux vers moi, un sourire acéré sur le visage. Elle m'a affirmé que la clause était absolument imparable. En supprimant publiquement mon bonus, sans aucune enquête documentée ni vérifiée, Bradley n'avait pas seulement violé mon contrat de travail. Il avait enclenché un mécanisme d'autodestruction, qui allait bloquer les bonus de tous les dirigeants de l'entreprise, y compris celui de son propre père. Le bonus personnel de George Harrington, pour ce 4e trimestre, était estimé à environ 150 000 $, et les autres membres du conseil d'administration attendaient des primes similaires. L'arrogance de Bradley venait de coûter à sa propre famille une petite fortune. À me rester assis, écoutant le bourdonnement de la machine à expresso du café, et j'ai senti le poids des 2 dernières semaines s'envoler. Je ne me défendais plus simplement. J'avais désormais en main les factures d'achat, les empreintes numériques des archives effacées, et la violation de politiques exactes, qui mettrait à genoux l'ensemble de l'équipe de direction. J'ai remercié Sylvia, rangé soigneusement les dossiers dans ma mallette, et pris le chemin du retour. Toutes les pièces du puzzle étaient en place. Il me suffisait d'attendre le bon moment, pour faire glisser le dossier de l'autre côté de la table. J'ai passé la soirée à rédiger un rapport de synthèse, démontrant le lien de cause à effet direct entre les actions de Bradley, et l'activation immédiate de la section 4.3.2. La préparation de la réunion trimestrielle du conseil d'administration était toujours un travail titanesque chez Apex Enterprise. Le dossier préparatoire comptait 92 pages, rempli de rapports financiers, d'indicateurs opérationnels et de projections futures. Le lundi matin, la version préliminaire a été mise en ligne dans le dossier partagé et sécurisé du conseil. J'ai examiné la section dédiée à la conformité, et j'y ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. L'équipe de Bradley avait conservé les structures et les indicateurs que j'avais conçus, mais ils avaient purement et simplement retiré mon nom des cartouches de titre, pour le remplacer par les initiales de Bradley. Ils avaient laissé les résumés de conformité des diapositives 14 et 22 totalement intacts, gardant mes formules mathématiques tout en effaçant toute trace de ma paternité. Ils voulaient mon travail, mais ne voulaient pas de ma présence.
Ils avaient passé des semaines à essayer de me faire passer pour une relique obsolète, un bureaucrate trop lent qui freinait l'élan de l'entreprise, mais ils s'appuyaient toujours sur les filets de sécurité que j'avais passé 14 ans à bâtir. Ils avaient démonté les garde-fous de sécurité pour accélérer leur projet, mais ils continuaient d'utiliser mes processus, afin de rassurer le conseil sur la conformité réglementaire de leurs opérations. Ils tentaient de bâtir un nouvel empire étincelant par-dessus mes fondations, tout en prétendant que ces fondations n'avaient jamais existé. Bradley se vantait dans la salle de pause de son nouveau modèle de conformité, affirmant aux autres managers qu'il avait modernisé nos anciens systèmes. Le mardi après-midi, j'ai accédé au dossier partagé, et j'y ai déposé un ultime document. C'était un simple document PDF de 10 pages, intitulé « Exemple de déclenchement de violation de la clause de conformité 4.3.2 ». Le fichier ne contenait aucune plainte, ni aucun argument émotionnel. C'était simplement un relevé froid de fait. Je l'ai mis en page en utilisant le modèle officiel de l'entreprise, pour lui donner l'apparence d'un rapport de conformité standard. J'ai divisé le document en 3 sections bien distinctes. La première section détaillait les mesures de rétorsion prises à mon encontre lors de la réunion générale. La deuxième section dressait la liste des violations de la politique de conservation des documents, étayées par les journaux de suppression de DESI. La troisième section présentait les factures de Devant Consulting, ainsi que l'absence totale de validation de conformité. J'ai pris soin d'inclure les dates et heures précises des messages Slack, les numéros de facturation, et les chemins d'accès des fichiers effacés. Chaque section s'appuyait sur des preuves concrètes, ne laissant aucune place à la spéculation ou au déni. J'ai même inclus des captures d'écran des journaux système, démontrant que le compte de Bradley avait accédé aux fichiers supprimés depuis son ordinateur de bureau. J'ai joint l'enregistrement vidéo de la réunion générale au cours de laquelle Bradley annonçait la suppression de ma prime, les conversations Slack où le personnel des RH plaisantait sur le fait de contourner les enquêtes formelles et les métadonnées numériques prouvant que DESI avait bien reçu l'ordre d'effacer les documents historiques. J'ai également joint les factures de Devant Consulting, en mettant en évidence l'absence de signature de conformité. Tout en bas du document, j'ai retranscrit la section 4.3.2 en caractères gras, à côté de ma signature en tant qu'auteur officiel. Avant d'importer le fichier, j'ai discuté avec DESI dans le couloir. Je l'ai remercié pour son travail acharné pendant sa rotation, puis je lui ai remis une lettre de recommandation formelle pour la suite de sa carrière, en lui conseillant de postuler dans des entreprises qui respectent réellement les règles de conformité. Plus tard cet après-midi-là, Courtney Miller a fait tomber une pile de dossiers dans le couloir. En l'aidant à les ramasser, j'ai aperçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration, qui plaçait la présentation RH de Bradley comme sujet principal. Bradley préparait, sans le savoir, sa propre chute. Il avait passé la matinée à commander le service de traiteur pour le conseil, sélectionnant les options de déjeuner les plus coûteuses, pour faire bonne impression. Il se promenait dans les bureaux en racontant à qui voulait l'entendre comment il avait, à lui seul, rationalisé le département de la conformité, et permis à l'entreprise d'économiser des milliers de dollars en frais de licence. Je n'ai pas envoyé le fichier à George, ni à Bradley. Il l'aurait simplement effacé et m'aurait accusé d'insubordination. Au lieu de cela, j'ai signalé le document spécifiquement à l'attention de l'auditeur externe, un homme nommé Henderson, réputé pour son souci obsessionnel du détail. Henderson avait passé 25 ans à auditer des sous-traitants de la défense et des agences municipales. On racontait qu'il avait un jour déclenché une enquête complète de la SEC contre une entreprise technologique, pour une simple anomalie comptable mineure. Dans notre secteur d'activité, tout le monde savait que lorsqu'Henderson arrivait, on lui transmettait tout ce qu'il demandait, en priant pour qu'il ne regarde pas de trop près. Il avait la réputation d'être incorruptible, et totalement indifférent au jeu
Politiques internes. Je savais qu'il lirait chaque page avec attention. A15. H27, mon écran s'est actualisé, affichant que Henderson avait téléchargé le document. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai pris une grande inscription. L'allumette était grattée, et le carburant se répandait déjà sous les pieds des dirigeants. J'ai fermé mon ordinateur portable, rassemblé mes affaires, et quitté le bureau. De bonne heure. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement. Le lendemain matin, les membres du conseil sont arrivés dans leurs costumes onéreux, riant et discutant dans le couloir. Le personnel du traiteur s'affairait à dresser la salle avec des nappes blanches et des plateaux de service en argent, en prévision du déjeuner de midi. Bradley déambulait le torse bombé, vêtu d'un blazer bleu marine tout neuf, tout en ajustant sa cravate. Il avait l'air d'un homme persuadé de s'apprêter à recevoir une promotion. Il serrait la main des membres du conseil d'administration, se vantant des gains d'efficacité que ces nouvelles directives RH avaient générés. Il ignorait totalement que le document posé dans le dossier de l'auditeur venait déjà de sceller son destin. La salle du conseil devint silencieuse, au moment où commença l'examen de la conformité. Je me suis assis près du fond, gardant une attitude neutre, les mains jointes. George Harrington siégeait en bout de table, fatigué mais visiblement confiant. Bradley était installé à ses côtés, ses notes étalées devant lui comme des trophées. La climatisation ronronnait doucement, et une odeur de café tiède flottait dans la pièce. Les membres du conseil faisaient défiler les pages sur leurs tablettes, attendant simplement la fin de la séance pour se diriger vers leur repas de célébration. L'auditeur externe, Henderson, s'est raclé la gorge, puis a ajusté ses lunettes. Il a feuilleté le dossier du conseil d'une voix séchée, régulière, résumant les indicateurs financiers de l'entreprise. Lorsqu'il est parvenu à la section conformité, il s'est arrêté net. Il a regardé la feuille que j'avais importée, a laissé échapper un rire étouffé, et a secoué la tête. Un silence de mort a alors envahi la pièce. Le sourire de Bradley s'est figé, et George s'est penché en avant, les sourcils froncés. Henderson a levé les yeux, a tapoté le document de l'index, puis a déclaré qu'il s'agissait de la violation de politique interne la plus flagrante qu'il ait jamais vue de toute sa carrière. Il a fait glisser le document sur la table jusqu'à George. J'ai observé attentivement le visage de George, tandis que ses yeux parcouraient la première ligne, puis la suivante, pour s'arrêter enfin sur la signature tout en bas. Son teint est devenu livide, virant à un gris terne. Il a levé les yeux vers son fils, puis a tourné son regard vers le fond de la salle, là où je me tenais assis. Il avait l'air d'un homme qui venait de regarder sa propre maison s'effondrer en ralenti. George s'est levé, puis a demandé à Bradley de le suivre dans le couloir. À travers la lourde porte en bois massif, nous pouvions entendre le grondement étouffé, mais furieux, de la voix de George réprimandant son fils, entrecoupé par les réponses timides et bégayantes de Bradley. Bradley essayait d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'un simple détail administratif, mais la voix de George s'est faite tranchante de déception, lui assénant que son arrogance avait tout gâché. George venait de comprendre que son propre bonus du 4e trimestre, d'un montant de 150 000 $, était désormais gelé à cause de l'inconséquence de son fils. Henderson a exposé la réalité juridique aux membres du conseil d'administration. En vertu de la section 403.2, la suppression non autorisée du bonus de Walter Reynolds, sans enquête préalable et validée, avait officiellement déclenché l'annulation complète de l'enveloppe de bonus des dirigeants pour le 3e trimestre. De plus, les preuves de destruction de documents, associées au versement non autorisé de 14 600 $, 16 800 $ et 18 200 $ à Devant Consulting, déclenchaient de facto un audit de conformité externe immédiat et obligatoire. L'un des membres les plus influents du conseil d'administration, représentant d'un fonds
d'investissement institutionnel majeur, s'est levé pour exiger un audit comptable complet des dépenses des RH, déclarant haut et fort qu'il ne tolérerait pas un conflit d'intérêts aussi flagrant. C'était un homme de grande taille aux cheveux blancs, et sa voix forte résonna dans toute la pièce, étouffant immédiatement les tentatives de George Harrington pour minimiser la gravité de la situation. Les autres membres du conseil ont acquiescé de la tête, les traits du visage tendus par la colère. La présidente du conseil, une femme vive d'une 60 d'années, a demandé un vote immédiat pour suspendre les autorisations du comité des rémunérations. Elle a affirmé que l'intégrité du système de conformité de l'entreprise était primordiale, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de voir leurs noms associés à un scandale public. Le directeur financier s'est levé, a ajusté ses lunettes, puis a pointé du doigt directement Bradley. Il a déclaré que s'il ne gelait pas les bonus et ne lançait pas un audit immédiatement, il s'exposerait à des poursuites massives de la part des actionnaires, ainsi qu'à de lourdes amendes réglementaires en vertu de l'article 802 de la loi Sarbanes-Oxley sur la destruction de documents d'entreprise. Les membres du conseil d'administration se sont tus, prenant soudainement conscience que leur propre réputation était en grand danger. George Harrington est resté prostré, la tête entre les mains, comprenant enfin que sa tentative d'assurer l'avenir de son fils avait en fait anéanti son propre héritage. Les administrateurs semblaient abasourdis, leurs visages fermés par la rage alors qu'ils intégraient la réalité, leur propre prime du 4e trimestre était bel et bien gelée. Les retombées ont été immédiates. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité le gel de l'ensemble des bonus des dirigeants, dans l'attente des résultats de l'enquête de conformité. L'audit a rapidement mis au jour les fausses signatures de Bradley, et les factures de conseil bidon qu'il avait validées au profit de son ami. En moins de 3 semaines, Bradley a été déchu de toutes ses fonctions, puis discrètement écarté de l'entreprise. George Harrington a annoncé son départ anticipé à la retraite, voyant sa réputation ruinée à tout jamais par sa volonté d'avoir voulu protéger son fils. Je suis sorti définitivement du bâtiment le vendredi après-midi, transportant mes effets personnels dans un modeste carton de déménagement. J'ai salué une dernière fois l'agent de sécurité de l'accueil, qui m'a adressé un sourire chaleureux en me souhaitant une bonne continuation. Il travaillait là depuis 10 ans, et nous avions partagé de nombreuses discussions matinales au fil du temps. En arrivant sur le parking, j'ai senti la brise tiède de l'après-midi, et j'ai réalisé à quel point ma vie allait devenir paisible. J'avais déjà accepté une offre de consultant senior chez Sentinel Advisory Group, un cabinet de conformité d'envergure nationale, avec un salaire de base annuel de $150 000 assorti d'une prime d'embauche de $25 000. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, m'offrant un bureau d'angle spacieux, et une équipe qui avait le plus grand respect pour les procédures. Je ne me battais plus contre le système. C'était moi, désormais, qui aidait les autres entreprises à concevoir leur propre filet de sécurité. En jetant un dernier regard vers la tour de verre d'Apex Enterprise, j'ai éprouvé un sentiment de profonde satisfaction personnelle. Ils avaient tenté d'effacer mon héritage, mais ils avaient oublié que les règles existent pour une bonne raison, et qu'en fin de compte, le système a fonctionné exactement comme je l'avais programmé. J'ai pris le chemin de la maison, prêt à écrire le nouveau chapitre de ma vie.